Le racisme se cache souvent à la vue de tous, mais dans une petite ville tranquille, ce silence a éclaté sur une route de campagne isolée. Ce qui avait commencé comme une tentative d'intimidation de la part d'un gang envers Maya Ellis s'est terminé avec elle attachée à un arbre, laissée pour morte en guise d'avertissement. Un appel plus tard, tout a changé. Aucun des Red Creek Reapers qui l'entouraient n'aurait pu savoir que la femme qu'il tentait de briser était liée à un homme forgé par la guerre. Caleb Ellis, un vétéran des Delta Force, portait plus que des cicatrices de combat. Il portait la résolution, la preuve, et une communauté prête à se soulever. Avant d'aller plus loin, indiquez dans les commentaires d'où vous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers le pare-brise alors que Maya Ellis rentrait chez elle après son quart de travail à l'hôpital VA. Son esprit vagabondait vers le vétéran âgé qu'elle avait aidé à réconforter pendant ses derniers instants ce matin-là. Même après des années de soins palliatifs, ces moments la touchaient encore profondément. La route de campagne à deux voies s'étirait devant elle, bordée de bois dense des deux côtés. À travers le scintillement de la chaleur montant de l'asphalte, elle aperçut un pick-up arrêté, son capot relevé. De la vapeur s'échappait du compartiment moteur. Les mains de Maya se serrèrent sur le volant alors qu'elle ralentissait. En tant qu'infirmière, aider les autres était une seconde nature pour elle. Ce pourrait être le grand-père de quelqu'un ici par cette chaleur, murmura-t-elle, vérifiant son rétroviseur avant de se ranger sur l'accotement de gravier à environ 6 mètres derrière le camion. Maya attrapa son téléphone de son sac à main et le glissa dans la poche de sa tenue d'infirmière. Le craquement du gravier sous ses chaussures d'infirmière blanche raisonnable semblait trop fort dans l'après-midi tranquille. « Bonjour », appela-t-elle, gardant ses distances. « Avez-vous besoin d'aide ?» Aucune réponse ne vint de l'avant du camion. Maya fit quelques pas prudents de plus, les cheveux de sa nuque se hérissèrent. Quelque chose n'allait pas. La vapeur qu'elle avait vue n'était pas de la vapeur du tout. C'était de la poussière retombant de l'arrivée du camion. Avant qu'elle ne puisse battre en retraite, 3 hommes vêtus de gilets en cuir émergèrent de derrière le camion. Les écussons sur leur dos s'affichaient le logo de crâne des Red Creek Reapers. Le cœur de Maya lui sauta à la gorge alors que 2 autres apparurent de la lisière des arbres derrière elle. Eh bien, ricana l'un d'eux, révélant des dents tachées par le tabac. Regardez qui s'est arrêté pour aider. Il cracha par terre près de ses pieds. Maya recula, les mains levées. Je ne cherche pas d'ennui. Je vais juste partir. Vous, les gens, vous croyez toujours que vous pouvez venir et partir comme bon vous semble, grogna un autre, s'approchant. La haine dans ses yeux lui souleva le cœur. Une voiture approcha, ralentissant en passant. Maya croisa le regard du conducteur, suppliant silencieusement d'être aidée. La femme au volant détourna rapidement le regard et accéléra. « Personne ne va vous aider ici », dit le premier homme, réduisant la distance. Les autres l'encerclèrent, coupant toute voie d'évasion. Des mains rudes lui attrapèrent les bras. Maya lutta, mais ils étaient trop forts. « Lâchez-moi », cria-t-elle, espérant qu'une autre voiture passerait. L'un d'eux lui donna un coup de poing à l'estomac, lui coupant le souffle. Ils la traînèrent vers les bois, ses pieds raclant les rochers et les branches tombaient. Les arbres se refermèrent sur eux, filtrant la lumière du soleil en ombre tachetée. Maya lutta pour respirer à travers la douleur alors qu'il la poussait. « Ça vous apprendra à connaître votre place », grogna l'un d'eux, la poussant contre un platane massif. L'écorce pâle lui écorcha la joue alors qu'il lui tirait les bras derrière le dos. Une corde épaisse lui mordait les poignets alors qu'il l'attachait à l'arbre. Les fibres rugueuses s'enfonçaient dans sa peau alors qu'il l'enroulait autour de son torse, la fixant si étroitement qu'elle pouvait à peine gonfler sa poitrine pour respirer. « S'il vous plaît », haleta Maya, essayant de maintenir sa dignité malgré sa terreur. « Je suis infirmière. J'aide les gens. J'ai probablement soigné certains membres de vos familles. » L'un d'eux la gifla violemment. « Tais-toi. » À travers une vision embrouillée par les larmes, Maya vit une autre voiture ralentir sur la route, puis s'éloigner rapidement. Ils la frappèrent à tour de rôle, prenant soin d'éviter son visage. Ils voulaient qu'elle souffre, sans montrer de signes évidents de leur attaque. Maya se mordit la lèvre pour ne pas crier, goûtant le sang. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'entendre crier. Entre les coups, Maya se concentra sur la bague d'alerte médicale à sa main droite, un cadeau de Caleb qu'elle avait initialement trouvé surprotecteur. Maintenant, c'était son seul espoir. Elle pressa son pouce contre le bouton caché, priant pour que cela fonctionne à travers la couverture d'arbres.
C'est ce qui arrive quand vous oubliez votre place, se moqua l'un d'eux, lui saisissant rudement le menton. Peut-être que quelques jours ici vous le rappelleront. Maya le regarda fixement, refusant de détourner le regard malgré sa peur. Elle sentait le sang couler le long de ses poignets, irritée par la corde. Le soleil de l'après-midi filtrant à travers les feuilles semblait se moquer de la brutalité qui se déroulait en dessous. « Allons-y », ordonna leur chef. « Laissons-la réfléchir à ses erreurs pendant un moment. » Il se pencha près du visage de Maya. « Personne ne vous cherchera ici, et s'ils le font. » Il laissa la menace en suspens. Maya écouta leur rire s'estomper alors qu'ils s'éloignaient, le son des motos démarrant au loin. Elle testa les cordes, mais elles étaient nouées avec une expertise redoutable. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues de douleur à travers son corps meurtri. Seule dans les bois, Maya se força à rester calme, à contrôler sa respiration malgré les cordes qui lui serraient la poitrine. Elle pensa à Caleb, priant pour que son signal ait été reçu. La lumière du soleil continua sa lente danse à travers les feuilles au-dessus, marquant le passage du temps alors qu'elle attendait, souffrant et espérant. Les cigales bourdonnaient dans la chaleur de l'après-midi alors que Maya murmurait des prières à travers des lèvres gercées. Sa gorge était sèche, et chaque respiration tirait sur les cordes, lui écrasant la poitrine. La sueur mêlée au sang coulait dans son dos, faisant adhérer l'écorce rugueuse du platane à sa blouse. « Notre Père, qui es aux cieux. » Elle se concentra sur chaque mot, les utilisant pour rester consciente. La lumière du soleil perçait à travers les interstices des feuilles au-dessus, créant des motifs changeants qui la rendaient étourdie. Ses épaules criaient d'avoir été tordues derrière l'arbre pendant si longtemps. À 20 miles de là, Caleb Ellis nettoyait méthodiquement son équipement à la table de la cuisine lorsque son téléphone vibra avec une alerte. Ses mains se figèrent au-dessus des pièces démontées lorsqu'il vit le signal d'urgence de la bague de Maya. Les coordonnées GPS clignotaient sur son écran, montrant un emplacement profond dans les chemins forestiers. Sans hésitation, il attrapa son sac d'intervention et sa trousse médicale. La porte moustiquaire claqua derrière lui alors qu'il sprintait vers son camion. Le moteur rugit, les pneus crachant du gravier alors qu'il accélérait sur la route principale. Son esprit passait en revue les scénarios, mais sa respiration restait régulière, contrôlée. Des années d'entraînement dans les Delta Force lui avaient appris à canaliser la peur en concentration. Il trouva facilement le chemin menant au chemin forestier. Des traces de pneus récentes marquaient la terre, des traces de moto et un pick-up. Les yeux de Caleb se rétrécirent alors qu'il notait leur profondeur et leurs motifs. Plusieurs motos étaient passées, probablement 5 ou 6, plus un camion utilisé comme bloqueur. Le camion était vide sur le bord de la route, le capot toujours relevé. Caleb se gara derrière lui, vérifiant rapidement le compartiment moteur. Froid. C'était un piège, tendu bien avant que Maya ne passe. Sa mâchoire se serra alors qu'il repérait des gouttes de sang sur le gravier. Suivant les marques de traînée dans les bois, Caleb se déplaça silencieusement malgré sa taille. Chaque pas était précis, évitant les brindilles et les pierres. L'épaisseur de la forêt ne pouvait cacher les signes, branches cassées, feuilles dérangées, plus de gouttes de sang menant plus profondément. Il entendit Maya avant de la voir. Le son discret d'une prière portait à travers les arbres. Les mains de Caleb se serrèrent en poing lorsqu'il émergea dans la clairière. Maya pendait mollement contre le platane massif, sa peau foncée marbrée de contusion là où elle transparaissait à travers sa blouse déchirée. « Maya » murmura-t-il, s'approchant prudemment pour ne pas la surprendre. Ses yeux s'ouvrirent en flottant. « Caleb. » Sa voix était à peine audible, rauque de soif. Il sortit son couteau tactique et commença à découper les cordes. « Je suis là, bébé. Je te tiens. » Son toucher était doux, malgré la rage montant dans sa poitrine en voyant ses blessures de près. Le son des motos approchant le fit se figer. Les yeux de Maya s'écarquillèrent de peur. « Ils reviennent » souffla-t-elle. « Reste immobile » murmura Caleb, travaillant plus vite sur les cordes. Alors que les dernières brins tombaient, Maya s'affala dans ses bras. Il l'aida à s'asseoir contre l'arbre, caché par son tronc massif. 3 motards émergèrent dans la clairière, riant et se passant une bouteille. Ils s'arrêtèrent net en voyant les cordes coupées pendre librement. « Qu'est-ce que c'est que ça » commença l'un d'eux. Caleb était déjà en mouvement. Il ramassa une longueur de la corde abandonnée et la balança bas, frappant le motard le plus proche au tibia. Alors que l'homme tombait en avant, Caleb lui donna un coup de genou au visage. Les dents craquèrent contre l'os. Le second motard brandissait une lourde chaîne.
Caleb s'interposa dans l'arc, immobilisa le bras de l'homme, et utilisa son propre élan pour le projeter la tête la première contre le tronc du platane. L'impact résonna dans la clairière. Le motard tomba inconscient avant même de toucher le sol. Le troisième réussit à sortir un couteau, mais sa posture était négligée, amateur. Caleb dévia la lame avec son avant-bras et donna 3 coups précis, gorge, plexus solaire, genou. Alors que le motard haletait et trébuchait, Caleb le fit pivoter et lui attacha les mains derrière le dos avec des cercles. Le combat entier avait duré moins de 30 secondes. Aucun des motards n'avait réussi à porter un seul coup. Caleb sécurisa rapidement les 2 autres avec des cercles, puis retourna vers Maya. Elle essayait de se lever, utilisant l'arbre comme support. Ses jambes tremblaient sous l'effort. Doucement, dit-il doucement, soutenant son poids. Il sortit sa trousse médicale et commença à vérifier ses blessures. Les contusions étaient graves, mais rien ne semblait cassé. Il lui donna de petites gorgées d'eau tout en examinant les brûlures de corde sur ses poignets. Quelque chose de métallique scintilla sur la main d'un des motards inconscients. Caleb s'agenouilla pour regarder de plus près. Son expression se durcit lorsqu'il reconnut le motif distinctif du bouclier d'une bague d'auxiliaire du shérif. Il la retira soigneusement et la glissa dans sa poche. Maya vit son visage changer. « Qu'est-ce que c'est » ? « Des preuves, répondit-il sombrement, l'aidant à se relever. Ce n'était pas aléatoire, Maya. Ces hommes avaient un soutien officiel. Il regarda les motards battus, puis sa femme. Quelqu'un voulait vous envoyer un message. Maya s'appuya contre Caleb alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'adoucir. Ses jambes étaient plus stables maintenant, mais chaque mouvement envoyait des vagues de douleur à travers son corps meurtri. Caleb gardait un bras autour de sa taille tout en scrutant la lisière des arbres, sa posture alerte et protectrice. « Nous devons tout documenter avant de partir, » dit-il doucement, sortant son téléphone. Ses blessures, les cordes, la scène. Le craquement des pneus sur le gravier les fit tous deux se tendre. Une berline marron patinée s'arrêta près de la lisière de la clairière. Le diacre Eliahart en sortit, son visage ridé et tendu d'inquiétude. L'ancien de l'église avançait prudemment mais résolument vers eux, sa Bible usée serrée dans une main. « Sœur Maya » appela-t-il doucement. « J'ai vu ce qui s'est passé sur la route. J'ai suivi à distance quand sa voix se brisa. Quand ils vous ont traîné ici. » Maya tenta de sourire, mais sa lèvre fendue en fit plus une grimace. « Diacre Hart, vous n'auriez pas dû vous mettre en danger. » Le vieil homme secoua la tête, fouillant dans la poche de sa veste. J'ai fait plus que suivre. J'ai tout enregistré avec ma caméra de tableau de bord. Il sortit une petite carte SD. Toute l'embuscade, leur visage, leur moto, la mise en place du camion. Tout est là. Caleb commença à tendre la main pour la carte, mais Elia recula légèrement. Attendez, vous devez d'abord comprendre quelque chose. Appelez le shérif dans ce comté. Il jeta un coup d'œil au motard ligoté. Ça ne servira à rien. Wade Baylor est acheté et payé depuis 20 ans. Nous l'avions compris, dit Caleb sombrement, touchant la bague d'auxiliaire dans sa poche. Mais nous avons besoin d'une documentation officielle des blessures de Maya. Le hurlement lointain des sirènes le coupa. Plusieurs véhicules approchaient rapidement, trop rapidement pour une intervention aléatoire dans un endroit isolé. Quelqu'un les a prévenus, dit rapidement Elia, pressant la carte SD dans la main de Caleb. Ils attendaient cela. 3 voitures de patrouille firent irruption, s'arrêtant de manière spectaculaire, soulevant des nuages de poussière. Des adjoints en sortirent, armes au poing, prenant des positions tactiques qui semblaient répétées plutôt que réactives. « Main où nous pouvons les voir » cria un adjoint, bien que Caleb ait déjà les siennes levées, gardant ses mouvements lents et délibérés. « Officier » commença Maya. « Je suis la victime ici. Ces hommes m'ont attaqué. »« Madame, reculez et calmez-vous » la coupa un autre adjoint, ne regardant même pas ses blessures évidentes. « Avant de vous retrouver menotté, vous aussi. » 2 adjoints s'approchèrent des motards ligotés, mais au lieu de les sécuriser, ils commencèrent à couper les cercles. Les membres du gang se levèrent lentement, s'étirant et souriant malgré leurs blessures. « Monsieur Ellis » dit l'adjoint principal, soulignant le titre civil de manière moqueuse. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression aggravée et port d'armes dans la commission d'un crime violent. » Quoi? Maya s'avança malgré sa douleur. Ils me protégeaient. Regardez ce qu'ils ont fait.
Elle désigna ses vêtements déchirés, les brûlures de cordes, les contusions qui s'assombrissaient sur sa peau. L'adjoint la regarda enfin, son expression ennuyée. « Madame, je vais avoir besoin que vous vous calmiez avant que ce ne soit votre tour. Nous avons plusieurs témoins qui affirment que votre mari a agressé ces messieurs sans provocation. » Des témoins, intervint Elia. « J'ai tout vu. J'ai la vidéo. Et nous devrons confisquer cette caméra de tableau de bord comme preuve, interrompit l'adjoint en douceur. Deux officiers se dirigeaient déjà vers la voiture du diacre. Politique du département. Ils menottèrent Caleb rudement, bien qu'il n'offrit aucune résistance. Son visage resta serein, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Maya avec une intensité qui disait des volumes de sens tacite. Alors qu'il le conduisait vers la voiture de patrouille, il appela « Maya, mon sac ». « Je l'ai », répondit-elle, serrant son sac de sport. Elle savait ce qu'il contenait, des preuves, des armes, des choses qui ne pouvaient pas tomber entre les mains de ses adjoints. Les motards riaient maintenant, faisant mine de s'épousseter. L'un d'eux fit un clin d'œil à Maya en passant, touchant la place vide sur son doigt où la bague d'auxiliaire avait été. Elle se tint plus droite malgré ses blessures, refusant de montrer sa peur. « Ce n'est pas fini », dit-elle clairement, sa voix portant à travers la clairière. L'adjoint principal fit une pause, la main sur la tête de Caleb, sur le point de le pousser sur la banquette arrière. « Pour votre bien, madame, j'espère bien. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je n'aimerais pas voir autre chose arriver à un membre si respecté de la communauté. » Ils claquèrent la portière sur Caleb. Maya regarda impuissante les voitures de patrouille s'éloigner, leurs feux arrière disparaissant dans le crépuscule naissant. Les motards montèrent sur leurs motos et démarrèrent en rugissant dans la direction opposée, leur rire résonnant à travers les arbres. Le diacre Hart posa une main douce sur l'épaule de Maya. « Viens, ma fille. Allons te mettre en sécurité. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que la première bataille. » Maya hocha la tête, serrant toujours le sac de Caleb. Elle sentait la bague d'auxiliaire du shérif dans sa poche, là où Caleb l'avait glissé pendant leur étreinte, une preuve, le début de la justice, pas sa fin. Maya se réveilla en sursaut sur le canapé de son salon, chaque muscle hurlant de protestation. La lumière du soleil du matin filtrait par les fenêtres, attrapant des poussières dans son faisceau. Elle avait refusé l'hôpital la veille au soir, laissant la femme du diacre Hart nettoyer et panser ses blessures. La télévision ronronnait doucement en arrière-plan, restée allumée depuis la nuit. Dans les nouvelles locales, les autorités enquêtent sur un incident routier impliquant un ancien militaire dangereux. La voix du présentateur fit asseoir Maya, malgré sa douleur. À l'écran, il montrait la photo de service de Caleb à côté d'images de voitures de police sur les lieux. Le suspect, décrit comme instable par des témoins, aurait attaqué plusieurs résidents locaux. La main de Maya trembla alors qu'elle attrapait la télécommande, augmentant le volume. Le reportage continuait, décrivant Caleb comme un vétéran dérangé tout en ignorant complètement ses blessures. Il ne mentionnait même pas son nom. Des sources proches du département du shérif suggèrent que cela pourrait faire partie d'un schéma de comportement agressif. Elle l'éteignit, sa mâchoire serrée. Avec précaution, elle se rendit au miroir de la salle de bain. Des ecchymoses violettes fleurissaient sur son pommette. Des brûlures de cordes entouraient ses poignets, à vif et rouges. Elle souleva sa chemise. D'autres ecchymoses cartographiaient la brutalité du gang sur ses côtes et son dos. Maya attrapa son téléphone et commença à tout documenter, chaque marque, chaque éraflure, chaque ecchymose. La lumière du matin était parfaite pour capturer la vérité qu'il voulait enterrer. 2 heures plus tard, elle montait les marches du palais de justice aux côtés du diacre Hart. Son tailleur cachait la plupart des dommages, mais elle avait délibérément laissé ses ecchymoses faciales visibles. Qu'ils voient ce qu'ils avaient fait. La salle d'audience était déjà à moitié pleine. Maya reconnut plusieurs membres de l'église venus les soutenir, mais remarqua aussi les regards de côté et les conversations murmurées d'autres personnes. Les nouvelles circulaient vite à Red Creek. Le shérif Wade Baylor se tenait près de l'avant, s'entretenant avec un groupe de propriétaires d'entreprises locales. Son rire tonitruant portait à travers la pièce alors qu'il tapait sur l'épaule de quelqu'un. Quand il aperçut Maya, son sourire s'élargit. « Madame Ellis », appela-t-il, inclinant son chapeau. « Une terrible affaire. Vraiment terrible. Rassurez-vous, nous allons faire la lumière sur cette malheureuse situation. » Avant que Maya ne puisse répondre, la porte latérale s'ouvrit. 2 adjoints firent entrer Caleb,
toujours vêtu des vêtements de la veille. Il marchait avec une tenue militaire malgré les menottes, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'il trouve Maya. Le soulagement dans ses yeux quand il la vit debout, droite, lui noua la gorge. Baylor s'approcha de Caleb, parlant juste assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité puissent entendre. « Vous savez, soldat, j'ai déjà vu votre genre. Vous pensez que votre entraînement vous rend intouchable. » Il ajusta son badge avec une décontraction étudiée. Mais les soldats ne gagnent pas de guerre contre les shérifs. Pas dans leur propre comté. Caleb ne dit rien, mais Maya vit le muscle de sa mâchoire se crisper. Un homme grand en uniforme de policier d'État observait l'échange avec des yeux plissés depuis le fond de la pièce. L'audience de mise en accusation se déroula rapidement. Les charges furent lues, agression, infraction aux lois sur les armes, trouble à l'ordre public. Aucune mention de l'attaque de Maya. Le défenseur public assigné à Caleb semblait s'ennuyer en plaidant non coupable. « Votre honneur » appela une nouvelle voix depuis la galerie. Le policier d'État que Maya avait remarqué plus tôt s'avança. « Sergent Tominil, police d'État. Je voudrais vérifier le dossier de service du défendeur et proposer de payer la caution. » Le juge regarda par-dessus ses lunettes. « Assez inhabituel, sergent. »« Oui, monsieur. Mais en tant que collègue militaire, je me sens obligé de veiller à ce que la procédure correcte soit suivie. » L'accent mis par Neil sur la « procédure correcte » fit légèrement vaciller le sourire de Baylor. Pendant que la paperasserie était traitée, une femme avec un carnet de notes de reporter se glissa sur le siège à côté de Maya. « Anna Ruiz, journaliste d'investigation », murmura-t-elle. Ces ecchymoses racontent une histoire différente de celle du rapport de police. Voulez-vous en parler? Maya la regarda attentivement. Vous n'êtes pas du journal local. Bureau régional. Je me spécialise dans les histoires que les gens veulent enterrer. Les yeux noirs d'Anna étaient vifs et assurés. Et quelque chose ici sent mauvais jusqu'à la capitale d'État. Avant que Maya ne puisse répondre, le juge accorda la caution. Elle regarda Neil signer les papiers et les menottes de Caleb être retirés. Le soulagement fut de courte durée. Dehors, sur les marches du palais de justice, Baylor les intercepta. Il se tint trop près de Maya, son charme populaire teinté de menace. « Il vaudrait mieux que vous et votre mari quittiez Red Creek, dit-il doucement, inclinant à nouveau son chapeau. Je n'aimerais pas voir d'autres malheurs arriver à des gens si bien. » Maya soutint son regard fermement, refusant de reculer, malgré la façon dont ses ecchymoses lançaient en souvenir. Elle ne dit rien, mais son silence portait toute la défiance qu'elle ne pouvait pas encore exprimer. Le sourire de Baylor se resserra presque imperceptiblement avant qu'il ne se retourne et s'éloigne, ses bottes cliquetant sur les marches de marbre. Autour d'eux, la foule du matin s'écoulait, certains détournant le regard, d'autres fixant ouvertement. Maya sentit le poids de leur jugement, de leur peur, de leur empressement à accepter la version officielle. Mais elle sentit aussi Anna Ruiz l'observer attentivement depuis la ligne de touche, le regard pensif du sergent Neil, et la force tranquille du diacre Hart à ses côtés. La bague d'auxiliaire dans sa poche pressait sa jambe comme une promesse. Des preuves. Des témoins. La vérité attendant d'être racontée. Les ombres du soir s'étiraient sur la table à manger de Maya alors qu'elle repoussait son assiette à peine touchée. Les événements de la journée lui avaient coupé l'appétit, mais pas sa détermination. Caleb s'assit à côté d'elle, sa présence solide et rassurante, tandis que le diacre Elia occupait la chaise en face d'eux, ses mains ridées enveloppant une tasse de café. « Le shérif veut que nous partions, dit Maya, brisant le lourd silence. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. C'est notre maison. » Caleb tendit la main, ses doigts doux sur son poignet bandé. « Nous aurons besoin d'un plan. Ils sont organisés, connectés. Cela va plus loin que quelques motards racistes. » Un coup à la porte les fit tous se tendre. Maya jeta un coup d'œil par le Judas et vit Anna Ruiz sur le porche, carnet en main. Après un rapide coup d'œil à Caleb, qui hocha la tête, elle ouvrit la porte. « Merci de m'avoir laissé venir, » dit Anna, entrant. Ses yeux balayèrent rapidement la scène, le dîner à moitié mangé, le rassemblement d'alliés. « J'ai creusé depuis le palais de justice. Vous n'êtes pas la première famille qu'ils ont ciblée. » Ils firent de la place à table. Anna sortit son ordinateur portable, créant un enregistrement audio pendant que Maya et Elia décrivaient tout en détail, l'embuscade, l'arbre, l'arrivée opportune des adjoints, les images manquantes de la caméra de tableau de bord. « Montrez-lui la bague » demanda Maya.
Caleb plaça la bague d'auxiliaire du shérif sur la table. Elle capta la lumière, l'emblème officiel étant indubitable. Eh bien, murmura Anna, la photographiant sous plusieurs angles. Matériel officiel du programme auxiliaire. Ceux-ci ne sont délivrés qu'aux bénévoles agréés. Elle leva brusquement les yeux. Qui se trouvait être des Reapers? Ce n'est pas tout, ajouta Elia, sortant un dossier de registres paroissiaux. Au cours des 18 derniers mois, 6 familles de ma congrégation ont déménagé après des intimidations similaires. Toutes des familles noires, toutes propriétaires. Les doigts d'Anna volèrent sur son clavier. Adresse. Alors qu'Elia les énumérait, ses sourcils se levèrent. Elle retourna son ordinateur portable, montrant une carte du comté de Red Creek avec les registres de propriété en surbrillance. Chacune de ces propriétés a été achetée en quelques semaines par des sociétés écrans, toutes traçables jusqu'à Klein Développement. Elle tapota l'écran. Richard Klein construit un couloir industriel à travers Red Creek. Ces attaques aléatoires sont des accaparements de terre. Le département du shérif fournit la main-d'œuvre via son programme auxiliaire, dit Caleb, sa voix serrée d'une colère contenue. L'entreprise de Klein obtient les propriétés à bas prix après que les familles aient fui. Tout le monde gagne, sauf les gens qui sont chassés. Maya se leva soudainement, arpentant la cuisine. Nous devons avertir les gens, les protéger. C'est déjà commencé, dit Elia. Sœur Margaret et les mères de l'église, après le tribunal, elles organisent une présence à la prochaine réunion de la commission du comté. Rien ne fait autant transpirer les politiciens que des dames d'église avec des questions. Caleb hocha lentement la tête. Je peux aider avec la sécurité immédiate. Apprendre aux gens ce qu'il faut surveiller, comment rester en sécurité. Sensibilisation situationnelle de base, réseau de communication. Comme une surveillance de quartier? Demanda Anna. Des protocoles d'urgence plus complets, des systèmes de binôme, des procédures de documentation. Pas d'entraînement aux armes. Nous restons strictement défensifs et légaux. Maya revint à la table, le visage résolu. Je vais coordonner avec les infirmières de l'hôpital VA. Beaucoup de nos patients ont de la famille dans les quartiers affectés. Nous pouvons faire passer le mot discrètement. Je vais commencer des recherches sur Klein Développement, dit Anna, prenant des notes. Suivre l'argent, retracer les transferts de propriété. S'ils utilisent l'intimidation pour faire baisser les prix, il y aura des schémas. Ils travaillèrent tard dans la soirée à élaborer des stratégies. Elia appela les membres de l'église, fixant des rendez-vous pour les sessions de formation de Caleb. Anna établit une chronologie des incidents, des ventes de propriétés et des liens avec le département du shérif. Maya dressa une liste de noms de familles qui pourraient être en danger, marquant leurs emplacements sur la carte. Vers minuit, tout le monde rentra enfin chez soi. Caleb raccompagna Elia à sa voiture pendant que Maya rangeait la cuisine. Son téléphone était sur le comptoir, ouvert sur les photos qu'elle avait prises de ses blessures. Elle les fit défiler pour trouver la photo qu'elle avait prise du platane cet après-midi-là, se tenant droit et indifférent à la lumière de l'été, son écorce portant encore des traces de la corde qu'il avait ligotée. Maya prit le téléphone, étudiant l'image. L'arbre était censé être un symbole de son impuissance, de sa peur. Au lieu de cela, il deviendrait quelque chose de complètement différent. Une preuve, un point de ralliement, la preuve physique de leur cruauté et de leur corruption. Il pensait que cet arbre serait ma tombe, murmura-t-elle, touchant doucement l'écran. Ce sera leur perte. Ses doigts planèrent sur l'image, traçant le motif des ombres et de la lumière sur l'écorce ancienne. Chaque rainure et chaque nœud semblait raconter une histoire maintenant, non seulement de sa douleur, mais de résistance, de survie, de justice exigeant d'être rendue. Le platane se tenait là comme un témoin, ses branches tendant vers un ciel qui avait tout vu se dérouler en dessous. Par la fenêtre, Maya pouvait voir les lucioles commencer leur danse nocturne dans son jardin. La soirée d'été bourdonnait de cigales et de circulations lointaines, des sons ordinaires qui semblaient précieux après tout cela. Elle entendit les pas de Caleb revenir sur les marches du porche, solide et rassurant. La foule du déjeuner s'était amincie au louest dîner, ne laissant que quelques habitués sirotant leur café au comptoir. Maya était assise dans le box le plus éloigné, le dos au mur, observant la porte. Son thé était devenu froid, intact. La cloche au-dessus de la porte tinta. Une femme d'une quarantaine d'années entra, des lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux. Elle balaya rapidement le restaurant avant de se diriger vers le box de Maya.
Ses mains tremblaient légèrement en se glissant sur le siège. Dr Ellis. Sa voix était à peine un murmure. Je suis Nadia Klein. Maya étudia la fille de Richard Klein. Des vêtements chers ne pouvaient cacher la tension dans ses épaules ou la façon dont elle ne cessait de jeter des coups d'œil aux fenêtres. Ce n'était pas quelqu'un qui profitait de la richesse et du pouvoir de son père. C'était quelqu'un qui portait un lourd fardeau. Merci de m'avoir rencontré, dit doucement Maya. Anna Ruiz a dit que vous aviez des informations. Nadia enleva ses lunettes de soleil, révélant des yeux fatigués cerclés de soucis. J'ai passé des années à essayer d'ignorer ce que fait mon père, me disant que ce n'était que des affaires. Elle tira une épaisse enveloppe Kraft de son sac. Je ne peux plus. Pas après ce qui vous est arrivé. La serveuse s'approcha, mais Nadia la repoussa. Ses mains tremblèrent davantage alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. Je travaille dans son bureau de comptabilité, continua-t-elle, étalant des papiers sur la table. Ce sont des copies de grands livres internes. Regardez les dates et les montants. Maya se pencha en avant, examinant les documents. Colonne après colonne de chiffres, de dates, d'adresses de propriété. Son propre quartier apparaissait plusieurs fois. Sociétés écran, expliqua Nadia, montrant des entrées surlignées. Mon père les crée pour cacher le flux d'argent. Celle-ci, Red Creek Holdings LLC. Elle verse des allocations mensuelles aux membres des Reapers qui sont qualifiés pour le programme auxiliaire du shérif. Le doigt de Maya traça une rangée de paiements. 10 000 $ par mois aux contractants de sécurité. Ce n'est que le début. Nadia tourna une autre page. Contribution de campagne au shérif Baylor via divers packs. Tout est techniquement légal, mais le timing. Elle tapota plusieurs entrées. Ces dons augmentent juste avant les acquisitions de propriétés importantes. Le schéma était clair dans les chiffres, incidents de harcèlement signalés par des familles noires, suivi de ventes de propriétés désespérées à bas prix, suivi de paiements généreux au bureau du shérif et au programme auxiliaire. Voici votre rue, dit doucement Nadia. Il prévoyait cette poussée depuis des mois. Les Reapers n'étaient pas des voyous aléatoires. Ils faisaient leur travail. Maya sentit sa poitrine se serrer en lisant la note clinique à côté de son adresse, propriété cible, chronologie d'acquisition phase 2. Statut, en cours. Pourquoi me montrez-vous cela, demanda Maya, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Les yeux de Nadia s'embuèrent de larmes. Parce que je l'ai vu détruire des communautés toute ma vie. Il appelle ça du renouvellement urbain ou du développement économique, mais ce n'est que du vol. Du vol légal soutenu par la terreur. Elle essuya rapidement ses yeux. Je me disais que je n'étais pas responsable parce que je n'avais jamais directement blessé personne. Mais mon silence, ma complicité. Vous brisez ce silence maintenant, dit doucement Maya. Prenez-les. Nadia poussa les papiers vers Maya. Ce sont des copies, dates, montants, noms de sociétés écran, tout. Il y a aussi une clé USB, avec des documents scannés remontant à 3 ans. Elle se leva brusquement. Je devrais partir si quelqu'un nous a vus. Maya ramassa les papiers avec précaution. Merci. Cela n'a pas dû être facile. Ce n'est pas suffisant, dit Nadia, remettant ses lunettes de soleil. Cela ne défera pas ce qu'ils vous ont fait, ni à toutes les autres familles, mais peut-être que cela peut les empêcher de blesser quelqu'un d'autre. Elle sortit rapidement du restaurant, la cloche annonçant son départ. Maya resta assise un instant, sentant le poids de l'enveloppe dans ses mains. La preuve physique de la corruption qu'ils avaient soupçonnée. Des preuves qui pourraient faire tomber non seulement les Reapers, mais tout le système qui les permettait. Dehors, Caleb attendait dans leur camion, garé là où il pouvait surveiller les 2 entrées du restaurant. Maya se glissa sur le siège passager, serrant l'enveloppe. Elle a livré la marchandise, dit Maya, lui montrant le contenu. Grand livre, relevé bancaire, tout ce qui relie Klein au Reaper et à Baylor. Caleb examina une page, sa mâchoire se serrant à la lecture. Systématique, professionnel. Ils ont transformé le terrorisme en une dépense commerciale. Nous avons des preuves, dit Maya, sa voix ferme. Maintenant, nous devons juste survivre pour les montrer. Les documents brûlaient dans ses mains, comme s'ils pouvaient s'enflammer à tout moment. Chaque page représentait une autre fissure dans les fondations de l'empire de Klein, une autre preuve qui pourrait enfin exposer la vérité. Maya pensa à toutes les familles qui avaient fui dans la peur, leurs maisons volées par l'intimidation et la corruption. Les papiers sur ses genoux étaient leur voix,
leurs histoires réduites à de froids chiffres dans un grand livre. Le soleil de midi battait sur le capot du camion alors que Caleb s'éloignait du restaurant. Maya regarda la silhouette de Nadia disparaître au coin d'une rue, se demandant ce qu'il en avait coûté à la femme de trahir son père. Parfois, le courage prenait des formes inattendues, non seulement en se défendant, mais en refusant simplement de rester silencieux plus longtemps. Les cloches de la première église baptiste de Red Creek sonnèrent 3 fois, leur son profond résonnant sur la place de la ville. Maya se tenait au pied du platane, ses ecchymoses jaunissantes maintenant, mais toujours visibles. Une foule s'était rassemblée, des visages à la fois familiers et nouveaux, des téléphones levés pour enregistrer. Cet arbre, commença Maya, sa voix portant à travers l'assemblée silencieuse. Ils l'ont choisi, pensant qu'il serait ma tombe, mais ils ne connaissent pas notre histoire. Ils ne savent pas que des arbres comme celui-ci ont veillé sur notre peuple pendant des générations. Ils ont vu notre douleur, mais ils ont aussi vu notre triomphe. Anna Ruiz se déplaçait dans la foule avec sa caméra, capturant à la fois les paroles de Maya et les visages de ceux qui écoutaient. Certains hochaient la tête en signe d'accord silencieux. D'autres essuyaient des larmes. Regardez ces marques de cordes, continua Maya, touchant le tronc là où l'écorce avait été arrachée. Ils pensaient écrire une histoire de peur. Au lieu de cela, ils ont écrit leur propre fin. Parce que nous avons fini d'être silencieux. Nous avons fini de prétendre que c'est juste comme ça. Dans la salle de l'église derrière elle, le bruit rythmique des exercices d'entraînement ponctuait ses paroles. À travers les fenêtres, Caleb pouvait être vu menant un groupe de vétérans locaux et de personnes âgées à travers des positions défensives. Sa voix portait faiblement, « N'oubliez pas, la conscience est votre première défense. Vous marchez ensemble. Vous veillez les uns sur les autres. » Maya brandit l'un des nouveaux panneaux de jardin qui avaient commencé à apparaître dans toute la ville. « Nous vous voyons. » Ils opèrent dans l'ombre, pensant que l'obscurité les protégera. Mais nous les voyons. Nous voyons les faux badges derrière lesquels ils se cachent. Nous voyons l'argent qui découle de la souffrance. Et maintenant, sourit-elle grimement. Le procureur général de l'État les voit aussi. Une onde traversa la foule. Ce matin-là, la nouvelle avait éclaté concernant les assignations du procureur général au programme auxiliaire. Le système soigneusement construit du shérif Baylor commençait à se fissurer. Sur les marches du palais de justice, de l'autre côté de la place, le diacre Elia était assis avec un groupe de mères de l'église, leur téléphone prêt à enregistrer toute activité suspecte. Elles étaient là tous les jours cette semaine, une présence discrète mais indubitable. Leur message était clair, plus rien ne se passerait en secret. Certains d'entre vous ont peur, reconnut Maya, regardant des visages familiers dans la foule. Je comprends cette peur. Je l'ai ressentie quand ils m'ont attaché ici. Mais regardez autour de vous maintenant. Regardez combien nous sommes. Regardez comment nous nous tenons ensemble. Plus de gens arrivaient, garaient leurs voitures et rejoignaient le rassemblement. Maya vit Madame Johnson, qui avait perdu sa maison familiale l'année dernière. Monsieur Washington, dont l'entreprise avait été vandalisée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il vende. Chaque visage portait une histoire de perte. Mais maintenant, il portait aussi autre chose, la détermination. Ils ont choisi cet arbre, la voix de Maya devint plus forte, pensant qu'il nous briserait. Au lieu de cela, il est devenu notre lieu de rassemblement, notre symbole, notre promesse que ce qui s'est passé ici ne se reproduira plus jamais. La caméra d'Anna balaya la foule, capturant le mélange d'âge et de race. Ce n'était plus seulement l'histoire de Maya. C'était devenu l'histoire d'une communauté qui retrouvait sa voix. À l'intérieur de la salle de l'église, Caleb travaillait avec une femme âgée, lui montrant comment se dégager d'une prise. Il ne s'agit pas de force, expliqua-t-il patiemment. Il s'agit de levier et de confiance. Savoir que vous pouvez vous défendre change la façon dont vous vous tenez. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, jetant des ombres tachetées sur le rassemblement. D'autres panneaux apparurent dans la foule, nous vous voyons. Nous nous tenons ensemble. Plus de silence. Alors que le rassemblement formel se dispersait, de petits groupes s'attardèrent, parlant à voix basse, partageant des histoires qu'ils avaient gardées secrètes trop longtemps. Maya regarda les voisins échanger des numéros, faire des plans, organiser des plannings de surveillance. La peur qui les avait isolés était remplacée par quelque chose de plus fort, la solidarité. Le soleil se couchait quand Maya s'assit enfin sur les marches de l'église à côté de Caleb. Il lui tendit un sandwich enveloppé dans du papier ciré.
Simple jambon-fromage, mais elle mourait subitement de faim. Ils mangèrent en silence, observant les derniers rayons de lumière peindre le ciel en orange et violet profond. Les maires de l'église étaient toujours postés au palais de justice, se relayant avec des thermos de café et des chaises pliantes. Quelques vétérans pratiquaient leurs mouvements défensifs sur la pelouse. Anna était assise dans sa voiture, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable, préparant son dernier article. Maya prit une autre bouchée de son sandwich, sentant la brise du soir fraîche sur sa peau. Les feuilles du platane bruissaient doucement au loin. Elle se tourna vers Caleb, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Pour la première fois, dit-elle doucement. Je les sens trembler. L'horloge numérique sur la table de chevet de Maya clignotait, 23h42. Elle était allongée dans son lit à côté de Caleb, tous deux encore habillés, trop tendus pour vraiment dormir après les événements de la journée. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus, son léger ronronnement se mêlant au cœur des grillons dehors. « Tu as bien agi aujourd'hui, » dit Caleb, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité. « La façon dont tu as parlé près de cet arbre. Tu as donné du courage aux gens. » Maya serra sa main, se souvenant des visages dans la foule. Ils ont toujours eu du courage. Ils avaient juste besoin de voir qu'ils n'étaient pas seuls. La sonnerie stridente du téléphone de Maya brisa le silence. L'identifiant de l'appelant affichait Sir Jenkins, l'une des mères de l'église. Maya. La voix de la femme était frénétique. L'église. Ils ont mis le feu à l'église. Maya se redressa brusquement. Nous arrivons. Appelez le 911. Ils se précipitèrent vers leur camion, les pneus crissant alors que Caleb accélérait dans leur rue. Deux pâtés de maisons plus loin, une lueur orange éclairait déjà le ciel nocturne. L'odeur âcre de la fumée remplit leurs narines alors qu'ils approchaient de la première baptiste. La salle de l'église, où quelques heures plus tôt ils s'entraînaient et s'organisaient, était engloutie par les flammes. Les fenêtres avaient été brisées, et une épaisse fumée noire s'en échappait. Une petite foule de voisins s'était rassemblée, beaucoup en pyjama et peignoir, regardant avec horreur. Le diacre Elia était à l'intérieur. Cria quelqu'un. Il travaillait tard sur le sermon de demain. Caleb sprinta vers le bâtiment, Maya juste derrière. Ils trouvèrent une porte latérale, de la fumée s'en échappant. À travers la brume, ils entendirent tousser. « Elia !» cria Caleb, tirant sa chemise sur son nez. « Suivez ma voix. » Une silhouette trébucha à travers la fumée. Le diacre Elia, penché en deux et haletant. Caleb et Maya le rattrapèrent alors qu'il émergeait, l'aidant à s'éloigner du bâtiment en feu. Son visage était couvert de suie, ses cheveux blancs roussis aux extrémités. Les sirènes hurlèrent au loin alors que les camions de pompiers approchaient. Madame Washington, qui vivait en face de l'église, se précipita, se tordant les mains. « Je les ai vus !» cria-t-elle. 3 motos juste avant l'explosion. Ils ont jeté quelque chose par les fenêtres et sont partis en rugissant. Anna Ruiz apparut avec sa caméra, documentant tout. Elle se déplaçait avec précaution autour de la périphérie de l'incendie, son objectif capturant des détails que d'autres pourraient manquer. Près d'une fenêtre brisée, elle photographia des bidons en plastique fondu, les restes d'accélérant utilisés pour déclencher l'incendie. Les pompiers arrivèrent, les tuyaux déployés rapidement. L'eau arquait dans l'air nocturne, de la vapeur montant là où elle rencontrait les flammes. Une ambulance s'arrêta, les ambulanciers se précipitant pour vérifier le diacre Elia. La voiture du shérif Baylor arriva en dernier, prenant son temps pour en sortir. Il fit un show en inspectant la scène, secouant la tête avec une fausse préoccupation. « Terrible affaire », annonça-t-il bruyamment à la foule rassemblée. « Ce doivent être ces agitateurs extérieurs dont nous mettions en garde. » Toute cette activité de protestation était inévitablement destinée à attirer des fauteurs de troubles. Maya regarda sa performance, la rage montant dans sa poitrine. Le même homme qui avait organisé son attaque se tenait maintenant là, utilisant cette violence pour faire avancer ses mensonges. Les ambulanciers finirent de sécuriser Elia pour le transport. Les doigts de Maya étaient toujours serrés en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La chaleur de l'incendie peignait les visages de chacun d'une lumière orange vacillante, jetant des ombres dansantes sur la pelouse de l'église où il s'était tenu avec espoir quelques heures plus tôt. Le shérif Baylor se dirigea vers Caleb, s'assurant que personne d'autre n'était à portée de voix. Son masque populaire tomba un instant, révélant le serpent en dessous. « Je suppose que tu aurais dû quitter la ville quand je l'ai dit. »
Le soleil du matin battait sur les marches du palais de justice alors que des centaines de personnes remplissaient la place. Leurs pancartes flottaient comme une mer de protestation, justice pour Red Creek, halte à la corruption, nous vous voyons. L'énergie de la foule crépitait de détermination malgré la violence de la nuit précédente. Maya se tenait en haut des marches, à côté d'Anna Ruiz, qui installait sa caméra. Des mères de l'église formaient un cercle protecteur autour d'elle, leurs vêtements du dimanche contrastant fortement avec les adjoints qui rôdaient aux abords de la foule. Caleb se positionna à proximité, scrutant les visages avec une précision militaire. « Ils ont brûlé notre église pour nous faire taire », dit Maya, révisant ses notes. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. Ils ne savent pas à quel point la vérité peut être bruyante. Sir Jenkins ajusta le microphone de Maya, lui serrant l'épaule. Les chants de la foule s'intensifièrent, « Justice pour Red Creek. Justice pour Red Creek. » Le diacre Elia n'était pas là, toujours à l'hôpital, se remettant de l'inhalation de fumée. Mais sa congrégation était venue en force, se mêlant aux vétérans, aux familles qui avaient été chassées et aux citoyens excédés par la corruption. Le voyant de la caméra d'Anna clignota en rouge, prête à diffuser. Maya s'avança, levant le microphone pour parler. La foule se tut, se penchant. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, un mur d'adjoints émergea des portes du palais de justice derrière elle. Ils se déplacèrent avec une coordination parfaite, attendant clairement ce moment. Le shérif Baylor apparut en leur centre, son insigne étincelant. Caleb Ellis. La voix de Baylor résonna par mégaphone. Vous êtes en état d'arrestation pour terrorisme intérieur et incendie criminel. La foule éclata en protestation choquée. Maya se retourna alors que des adjoints se ruaient sur Caleb. Il resta parfaitement immobile, les mains visibles, sachant que tout mouvement pourrait être retourné contre lui. C'est ridicule, cria Anna, sa caméra toujours en marche. Il aidait les victimes quand le feu. 2 adjoints attrapèrent sa caméra, la lui arrachant. Un autre adjoint saisit les téléphones des personnes qui filmaient dans la foule. Baylor leva à nouveau le mégaphone. Nous avons des images de sécurité montrant Monsieur Ellis achetant de l'accélérant hier après-midi, le même type utilisé lors de l'attaque d'hier soir. C'est un mensonge. Maya s'avança, mais les mères de l'église la retinrent, connaissant le danger. Vérifiez les vraies images. Vérifiez. Madame, reculez ou faites face à une arrestation pour entrave à l'action policière. La main d'un adjoint se posa significativement sur son tasé. Les adjoints encerclèrent Caleb, lui menottant rudement les mains derrière le dos. Il ne résista pas, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Maya, communiquant des volumes, reste forte. Reste intelligente. Ne leur donne pas d'excuses. Baylor s'avança, jouant pour les caméras de nouvelles qu'il n'avait pas confisquées. Monsieur Ellis a été identifié comme une menace intérieure. Ses antécédents militaires et son comportement erratique récent en font un danger évident pour cette communauté. La foule se pressa davantage, sa colère montant. Les adjoints formèrent une ligne, les mains sur leurs armes. Ce rassemblement est désormais illégal. Dispersez-vous ou faites face à une arrestation pour trouble à l'ordre public. Maya regarda impuissante alors qu'il traînait Caleb vers un fourgon de police en attente. Son visage resta calme, mais elle vit la tension dans ses épaules. Ils avaient planifié cette possibilité, mais la réalité était toujours un coup physique. Ce n'est pas fini. La voix de Maya résonna sur la place. La foule reprit ces mots, les transformant en un chant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais sous les chants défiants, la peur s'insinua. Les gens se souvenaient de l'église en feu, des appels à l'aide restés sans réponse. Ils voyaient des téléphones confisqués, des caméras s'éteindre. Les mains des adjoints n'avaient pas quitté leurs armes. Les mères tiraient leurs enfants en arrière. Des vétérans qui s'étaient tenus fiers quelques instants auparavant s'éloignèrent, sachant qu'ils ne pouvaient pas aider Caleb en se faisant arrêter eux-mêmes. L'énergie de la foule passa de la justice à la survie. Baylor observa la scène avec satisfaction, son masque de shérif préoccupé fermement en place. « S'il vous plaît, les amis, retournez chez vous. Laissez les forces de l'ordre gérer cette situation dangereuse. » Les portes du fourgon de police claquèrent avec Caleb à l'intérieur. Maya sentit la foule se retirer autour d'elle, la laissant exposée sur les marches. Sir Jenkins tira son bras, murmurant d'urgence, « Vis pour te battre un autre jour, ma fille. » Les adjoints continuaient à repousser les gens, dispersant les groupes de résistance.
Anna argumentait furieusement sur ses droits constitutionnels alors qu'il confisquait son téléphone de secours. Les chants s'éteignirent, remplacés par des murmures et des regards inquiets. Maya tint bon jusqu'au dernier moment possible, regardant le fourgon s'éloigner avec son mari à l'intérieur. Sa voix était ferme alors qu'elle criait après lui, « Ce n'est pas fini !» Mais la peur avait fait son œuvre. La puissante foule de centaines de personnes s'était réduite à des dizaines de personnes nerveuses. Des gens qui avaient crié justice se dépêchaient maintenant vers leur voiture, regardant par-dessus leurs épaules. Les sourires narquois des adjoints disaient tout. Ils avaient gagné cette manche. La place du palais de justice se vida lentement. Des feuilles des rassemblements, des pancartes piétinées, virevoltaient sur le trottoir. Maya sentit sœur Jenkins et d'autres mères de l'église former à nouveau un cercle protecteur autour d'elle. Mais la victoire qu'ils avaient ressentie à l'aube s'était évaporée sous le soleil de la fin de matinée. Le shérif Baylor inclina son chapeau avec moquerie en passant devant elle. « Passez une bonne journée, mes amis, dit-il d'une voix traînante, chaque mot suintant de menaces. Les néons de la cellule de prison bourdonnèrent faiblement, projetant d'étranges ombres à travers les barreaux. Caleb était assis parfaitement immobile sur le mince matelas, le dos droit contre le mur froid. Son entraînement militaire lui avait appris à endurer la réclusion, à rester alerte tout en paraissant passif. Dans le couloir, des bottes raclèrent le béton. Caleb reconnut la lourdeur délibérée des pas, quelqu'un voulant être entendu, voulant intimider. Il garda les yeux mi-clos, le visage neutre. L'énorme silhouette de Brennan, Brick, Malois apparut devant la cellule. Le chef de gang de motards portait un uniforme d'adjoint qui lui serrait la taille, l'insigne auxiliaire du shérif épinglé de travers sur sa poitrine. Il faisait tournoyer un trousseau de clés avec une décontraction exagérée. Eh bien, le grand soldat costaud tout en cage. La voix de Brick résonna sur les murs de ciment. Pas si coriace sans ta femme pour te cacher derrière, hein? Caleb resta immobile, sa respiration régulière. Il avait déjà vu le genre de Brick, des brutes qui prenaient le silence pour de la faiblesse, qui avaient besoin de remplir les espaces calmes de leur propre voix. Le shérif dit que vous pourriez rester ici un moment. Brick s'appuya contre les barreaux, les faisant vibrer. Les accusations de terrorisme ne sont pas une blague. Bien sûr, un accident pourrait arriver avant le procès. Il y a beaucoup de gens dangereux dans la prison du comté. Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Caleb, mais il ne donna aucune autre réaction. Son immobilité sembla irriter Brick, qui frappa les barreaux avec force. « Eh, je te parle, soldat. »« Je t'entends, » dit doucement Caleb, sans bouger. Brick cracha par terre. « Oui, eh bien, écoute ça. Pendant que tu es bien assis ici, nous faisons le ménage. Tous ces papiers que ta fouineuse de femme a collectés, ces disques durs de l'église. Au matin, il ne restera rien d'autre que des cendres au fond de la carrière de Red Creek. » Maintenant, les yeux de Caleb s'ouvrirent complètement, bien qu'il gardât la tête baissée. La carrière. Il enregistra chaque détail de la vantardise de Brick. Le patron Klein est très exigeant sur ce travail de nettoyage, continua Brick, appréciant le son de sa propre voix. Minuit pile. Nous déménageons tout. 30 minutes jusqu'à la carrière, puis directement au fond. Personne ne trouvera rien après ça. Un autre ensemble de pas approcha. Plus léger, plus professionnel. Brick se redressa, ajustant son uniforme mal ajusté. C'est ça. Reste juste assis là tranquillement, ricana-t-il. Peut-être que si tu es très sage, nous te laisserons dîner avant l'extinction des lumières. Caleb regarda du coin de l'œil Brick s'éloigner, essayant trop fort d'avoir l'air officiel alors qu'un vrai adjoint passait. Le bloc cellulaire retrouva son silence humide, brisé seulement par ce bourdonnement fluorescent sans fin. De l'autre côté de la ville, Maya était assise dans sa voiture devant le même restaurant où elle avait rencontré Nadia Klein pour la première fois. Ses mains serraient le volant, les jointures blanches. Les événements du palais de justice brûlaient encore dans son esprit, mais elle se força à se concentrer. Ils avaient besoin de renseignements, avaient besoin de savoir à quoi ils étaient confrontés. Nadia se glissa sur le siège passager, son sac à main de designer incongru dans la Honda patinée de Maya. Son visage était tiré par l'inquiétude. « Ils détruisent tout ce soir, » dit Nadia sans préambule. Papa a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Il est paranoïaque à l'idée que le FBI s'implique. La carrière, dit Maya. Nous savons. À quelle heure? Minuit.
Papa envoie son équipe de sécurité personnelle pour superviser ça. Il ne fait plus confiance aux motards seuls. Nadia se tordait les mains sur ses genoux. Je suis tellement désolé pour votre mari, pour l'église. Je n'aurais jamais cru que mon père irait aussi loin. Le téléphone de Maya vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, parking arrière du VA. 10 minutes. Neil. Nous allons arranger ça, dit Maya à Nadia. Mais j'ai besoin que vous soyez prête à témoigner le moment venu. Pas de recul. Nadia hocha la tête fermement. J'ai des copies de tout caché là où ils ne regarderont jamais. Le parking du VA était presque vide à cette heure tardive. Maya trouva la voiture banalisée du sergent Neil, garée entre des véhicules de livraison. Le policier d'État semblait épuisé, mais ses yeux étaient vifs. J'ai examiné les registres d'arrestation, dit-il alors que Maya se glissait sur le siège passager. Les horodatages ne correspondent pas. Quelqu'un a saisi manuellement l'heure d'enregistrement de Caleb pour créer un alibi pour l'incendie. Pouvez-vous le prouver? Mieux. Je peux l'utiliser. Neil lui tendit un papier plié. Une ordonnance de transfert de garde d'urgence signée par un juge qui me doit une faveur. Elle ne tiendra pas longtemps, mais elle fera sortir Caleb ce soir si nous la calons bien. Maya étudia le document, l'espoir vacillant. Pourquoi nous aidez-vous? Neil resta silencieux un instant. Parce qu'il y a 20 ans, j'ai prêté serment de protéger et de servir, pas d'aider des hommes riches à voler des terres et à blesser des innocents. Il la regarda dans les yeux. Et parce que votre mari est un soldat qui est rentré chez lui pour trouver la corruption portant un insigne. Ce n'est pas l'Amérique pour laquelle il s'est battu. De retour dans sa cellule, Caleb comptait les pas entre les rondes des gardiens, cartographiait les angles et les points morts, se rappelait chaque détail de la vantardise de briques, la carrière, minuit, tout en un seul endroit. Il le murmura comme une prière. S'il le déplace ce soir, alors ce soir nous mettons fin à ça. Le changement de quart du soir à la prison apporta le bruit habituel de bottes et de clés. Dans sa cellule, Caleb remarqua quelque chose de différent. Le rythme était rompu. Un nouvel ensemble de pas, mesurés et déterminés, approchait de son bloc. Le sergent Tommy Neil apparut, une enveloppe Kraft sous le bras. Son uniforme de policier d'État se distinguait parmi les bruns du comté, commandant l'attention sans effort. Ellis, appela Neil formellement. J'ai de la paperasse ici qui nécessite un examen. 2 adjoints, affalés à leur bureau, se redressèrent. L'aîné, à la poitrine large et à la chemise tachée de café, s'avança. Les affaires du comté ne sont pas les affaires de l'État, sergent, dit-il d'une voix traînante. Mais Neil étalait déjà des documents. Ces journaux d'arrestation, Neil traça son doigt le long d'une colonne. Dit que vous avez enregistré Ellis à 23h42 la nuit de l'incendie de l'église. C'est exact? L'adjoint haussa les épaules. Les dossiers ne mentent pas, chose amusante avec les systèmes numériques. Neil sortit une capture d'écran imprimée. Les horodatages du serveur montrent que ces entrées ont été antidatées. L'heure d'enregistrement originale était 9h15 le lendemain matin après l'incendie. La couleur quitta le visage de l'adjoint. Neil continua d'étaler des papiers avec une précision méthodique. J'ai ici une ordonnance de juge, citant des preuves falsifiées. Transfert de garde immédiat à la juridiction de l'État en attendant un examen. Il leva les yeux, la voix ferme. À moins que vous ne vouliez expliquer au FBI comment un homme a été enregistré en prison avant d'être arrêté. Les adjoints échangèrent des regards. La main de l'aîné dériva vers son téléphone. Je ne le ferai pas, dit Neil doucement. Le shérif Baylor a déjà assez de problèmes à venir. N'ajoutez pas d'accusation d'entrave à la justice à votre dossier. Quelques minutes plus tard, Caleb sortit sous l'escorte de Neil. Sur le parking, Neil parla à voix basse tout en déverrouillant sa voiture. Le FBI a une force d'intervention en route, mais ils sont à au moins 8 heures de route. Quoi qu'il se passe à la carrière, nous ne pouvons pas les attendre. Caleb hocha la tête, planifiant déjà. Maya, nous rencontrant à l'église. Ce qu'il en reste? Neil s'engagea dans la rue. Elle a été occupée pendant que vous étiez à l'intérieur. Le parking de l'église s'était transformé en zone de rassemblement. 2 douzaines de véhicules, pick-up, SUV, berlines patinées, tournaient au ralenti en formation. Maya se tenait au centre, distribuant des radios portatives à des vétérans et des membres d'église au visage sombre.
Caleb aperçut des visages familiers, la femme du diacre Elia dirigeant la circulation avec une efficacité féroce, le vétéran du Vietnam qui tenait la quincaillerie vérifiant la pression des pneus, 3 infirmières du quart de travail de Maya à l'hôpital VA gérant un poste de premier secours improvisé. Maya se précipita pour l'embrasser. Puis, ce fut tout professionnel. Nous avons 47 personnes, 28 véhicules. Tout le monde est jumelé. Personne ne roule seul. Elle lui tendit une radio. Le canal 3 et le commandement, les 4 à 6 pour le tactique. Caleb lui serra la main, fier et inquiet à la fois. C'est vous qui avez coordonné tout cela. Les gens étaient prêts à riposter. Ils avaient juste besoin d'organisation. Les yeux de Maya étaient fixes. Nadia a confirmé qu'il déplace tout vers la carrière ce soir. Si nous perdons ces preuves. Nous ne le ferons pas, dit Caleb fermement. Il éleva la voix pour s'adresser à la foule rassemblée. Écoutez bien. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous sommes des citoyens qui protégeons notre communauté des criminels qui se cachent derrière des insignes. Restez en vue de vos partenaires de convoi. Discipline radio en tout temps. Si quelqu'un se sépare, repliez-vous au point de ralliement et signalez-le. Plusieurs voix répondirent à l'unisson. Ils avaient répété. Neil tira Caleb à part. Je dirigerai le premier groupe par ma route de patrouille habituelle, moins de chances d'être repéré. Vous prenez l'arrière-garde. Caleb hocha la tête, notant déjà les positions défensives. Maya les rejoignit, étalant une carte locale marquée au surligneur. 3 approches de la carrière, indiqua TL. Route principale ici, entrée de service ici, chemin forestier en boucle derrière. Les maires de l'église surveillent les fréquences de police. Tout appel d'urgence, elles inonderont la répartition de faux rapports de l'autre côté du comté. Les portières des véhicules claquèrent alors que les gens prenaient leur position. Les phares s'allumèrent un par un, formant une chaîne d'yeux jaunes dans l'obscurité. Caleb vit la détermination sur chaque visage, non seulement la colère, mais la résolution tranquille de personnes qui en avaient finalement assez. Maya lui serra la main une dernière fois avant de se diriger vers sa voiture. Prêt ? Caleb pensa au visage narquois de Brick, à Maya attachée à cet arbre, à toutes les familles chassées de leur maison. Prêt. La voiture de Neil démarra la première, phares éteints, menant 2 SUV. Le groupe suivant suivit 30 secondes plus tard. La berline de Maya se positionna au milieu du convoi, encadrée par des pick-up. Caleb fermait la marche dans une Jeep empruntée, surveillant d'éventuels suiveurs. La longue file de véhicules se déplaçait comme un serpent à travers les routes secondaires et les chemins de campagne. Les phares traçaient les courbes à l'avant, chaque conducteur gardant une distance précise par rapport au suivant. Les clics radio marquaient leur progression en code, tout est clair. Virage à l'avant. Ralentir. À travers son pare-brise, Caleb observa les feux arrière du convoi s'étirer au loin. La carrière attendait quelque part dans l'obscurité devant. Ses mains étaient fermes sur le volant, le calme du combat s'installant sur lui. D'une manière ou d'une autre, cela se terminait ce soir. Les chemins de terre soulevaient une poussière qui restait dans leur sillage comme un bouclier. Toutes les quelques minutes, une radio crépitait avec des vérifications de position, des voix brèves et professionnelles. La voix de Maya intervenait parfois, dirigeant des changements de formation alors qu'il naviguait dans des virages délicats. Le convoi serpentait à travers la nuit, chaque véhicule un maillon d'une chaîne de justice, longtemps retardé mais enfin en mouvement. La carrière se rapprochait à chaque kilomètre. Le clair de lune peignait les parois de la carrière en argent, jetant de longues ombres sur les terrasses de pierre excavées. À travers ses jumelles, Caleb observa une rangée de Reapers chargeant des caisses dans un camion-caisse blanc. Le shérif Baylor arpentait les lieux, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises tandis qu'un homme mince en costume coûteux, le bras droit de Klein, dirigeait l'opération. Convoi en position. La voix de Maya murmura à la radio. Toutes les unités tiennent. Caleb examina l'agencement de la carrière. Le camion était sur le niveau le plus bas, près de l'eau trouble qui s'accumulait dans la fosse. Des escaliers métalliques zigzaguaient le long de la paroi rocheuse. Des motards se déplaçaient entre les niveaux, certains portant des dossiers, d'autres traînant des disques durs et des boîtes de documents. Cible confirmée, répondit Caleb. Phase 1, allez-y, 2 vétérans sortirent discrètement de leur cachette, rampant sous des motos garées. Ils travaillaient silencieusement, coupant les conduites de frein et les tuyaux de carburant. D'autres se déplaçaient dans l'ombre, désactivant les motos une par une.
Caleb regarda Brick Malois se pavaner sur le sol de la carrière, bousculant des Reapers plus jeunes qui ne se déplaçaient pas assez vite. La chaîne du chef de gang se balançait à sa ceinture, captant le clair de lune. Équipe sud prête, vint un autre murmure à la radio. Est en position. Équipe nord prête. Caleb appuya sur son micro. Exécuté. Des lampes de poche s'allumèrent soudainement de 3 directions, inondant la carrière d'une lumière crue. Les Reapers se figèrent, momentanément aveuglés. Caleb était déjà en mouvement. Il prit le premier motard par derrière, les bras s'enroulant autour du cou de l'homme dans un étranglement sanguin précis. Le motard tomba sans un bruit. 2 autres se précipitèrent sur lui. Caleb s'interposa entre eux, laissant leur élan les emporter. Son coude frappa l'un à la tempe tandis que ses bottes balayaient les jambes de l'autre. FBI. Ne bougez pas. La voix de Maya résonna dans des haut-parleurs, amplifiés pour remplir la carrière. Cette opération est enregistrée et diffusée en direct. Un coup de fusil résonna contre les murs de pierre. Caleb roula derrière un rocher alors que des plombs étincelaient contre la roche. Il compta 3 secondes, puis explosa vers l'avant alors que le motard rechargeait. Sa main serra le canon du fusil, le tordant tout en lui donnant un coup de genou au plexus solaire. L'arme tomba avec un cliquetis. À travers le chaos, il vit Maya debout sur le niveau supérieur, téléphone levé. La lumière de la caméra d'Anna Ruiz ajoutait à l'éblouissement alors qu'elle capturait tout. Des maires de l'église et des vétérans bordaient le bord de la carrière, leur téléphone enregistrant sous tous les angles. William Turner, expulsé, 12 juin. La voix de Maya résonna. Sarah Washington, forcée de partir le 3 juillet. La famille Martinez, 28 août. Un motard chargea Caleb avec un couteau. Il bloqua la frappe, tordit le bras dans une clé, et envoya l'homme s'éclabousser dans la mare de la carrière. Un autre se précipita. Caleb le prit en clé de talon, le faisant tomber lourdement. Ces familles ont tout perdu, continua Maya, avançant sans crainte. Leur maison volée par l'intimidation pendant que vous protégiez les voleurs, shérif Baylor. Baylor dégaina son pistolet, mais les vétérans avaient tous les angles couverts. Des téléphones enregistraient chacun de ses mouvements. Lâche ça, Wade, la voix du sergent Neal coupa la nuit. Tu ne fais qu'empirer les choses. Le son du verre brisé et du métal tordu éclata alors que Brick Malois brisait les vitres des voitures de rage. Le chef de gang repéra Caleb et chargea, sa lourde chaîne tourbillonnant. La chaîne siffla près de la tête de Caleb. Il recula, laissant l'élan de Brick l'emporter vers l'avant. Le coup suivant vint bas. Caleb sauta par-dessus, réduisant la distance. Brick frappa à nouveau, déchaîné maintenant. Caleb attrapa la chaîne, ignorant la morsure des maillons métalliques dans sa paume. Ils luttèrent brutalement, aucun ne cédant. Brick était pure puissance, une masse musculaire qui fonçait. Mais Caleb avait combattu des hommes plus forts dans de pires endroits. Il roula avec la charge de Brick, utilisant l'élan de l'homme plus grand. La chaîne s'emmêla entre eux. Caleb immobilisa le bras de Brick, passa la chaîne à travers sa propre prise et la tordit. Brick rugit alors que les maillons se resserraient autour de son propre cou et de son bras. Un tour de plus, et le chef de gang s'écroula à genoux, pris dans sa propre arme. Baylor vit ses hommes de main tomber. Il sprinta vers sa voiture de patrouille, les clés maladroitement. Le moteur rugit, puis mourut avec un grincement métallique. Des pointes de pneus brillèrent sous les faisceaux des lampes de poche. Ceci est diffusé en direct à 50 000 téléspectateurs, annonça Anna, sa caméra stable. Le bureau du procureur général de l'État regarde. Le FBI a tout. Les sirènes lointaines devinrent plus fortes. Des lumières rouges et bleues commencèrent à se refléter sur les parois de la carrière. Dernière chance, shérif, appela Neal. Rendez-vous avec dignité ou soyez traîné dehors. Les épaules de Baylor s'affaissèrent, son arme tomba au sol. La voix de Maya porta à travers la carrière. Robert Lewis, 4 septembre. Diana Chen, 21 septembre. Nous nous souvenons de chaque famille que vous avez contribué à détruire. Les premiers véhicules du FBI apparurent à l'entrée de la carrière, des agents se déployant avec une rapidité exercée. Des voitures de patrouille de la police d'État suivirent, leurs lumières peignant la scène de couleurs rotatives. Caleb sécurisa la chaîne retenant Brick, vérifiant à nouveau les entraves. Autour de lui,
des vétérans et des membres d'église continuaient d'enregistrer avec leur téléphone pendant que des agents fédéraux commençaient à collecter des preuves. Le contenu du camion-caisse était déjà catalogué. Maya continua de lire des noms, chacun une accusation, tandis que des agents arrêtaient Baylor. L'insigne du shérif scintilla une dernière fois sous les faisceaux des lampes de poche avant qu'un sac de preuves ne l'engloutisse. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du palais de justice, projetant de longues ombres sur les sols de marbre. La galerie de la presse débordait de reporters, leurs caméras cliquetant comme des insectes. Maya était assise au premier rang à côté de Caleb, le dos droit, regardant le shérif Wade Baylor et Richard Klein être menés dans la salle d'audience en combinaison orange et enchaînée. Fini l'arrogance populaire de Baylor. Son visage avait vieilli de plusieurs années en quelques jours, la peau pendante autour de sa mâchoire. Le costume coûteux de Klein avait été remplacé par du coton de prison, son apparence soignée maintenant déchirée et grise. Tout le monde se lève, appela l'huissier. La juge fédérale entra, ses robes balayant le sol alors qu'elle prenait place. Les actes d'accusation remplissaient plusieurs pages. La procureure, une femme aux traits acérés du ministère de la Justice, se leva. Le gouvernement des États-Unis présente un acte d'accusation de 96 chefs contre Wade Jefferson Baylor et Richard Allen Klein, commença-t-elle. Sa voix portait clairement à travers la salle d'audience bondée. Les charges incluent des violations de la loi RICO, la conspiration, des violations des droits civiques, tentative de meurtre, incendie criminel, intimidation de témoins. Maya serra la main de Caleb tandis que la liste continuait. Dans la galerie derrière eux étaient assis des dizaines de familles, les gens pour lesquels ils s'étaient battus. Robert Lewis s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Diana Chen tenait ses enfants près d'elle, murmurant des traductions. La famille Martinez se serrait les mains, leur visage sévère. Anna Ruiz griffonnait dans son carnet, bien que les équipes de télévision aient capturé chaque instant. Son exposé avait fait l'objet d'une diffusion nationale, déclenchant des enquêtes dans 3 autres comtés. L'histoire avait dépassé Red Creek, révélant des stratagèmes similaires à travers l'État. Les preuves recueillies à la carrière de Red Creek fournissent une chronologie claire de la corruption systématique. La procureure continua, le programme auxiliaire du shérif Baylor a servi de façade à une intimidation organisée. Les sociétés écrans de M. Klein ont fourni le financement et la direction, ciblant des propriétés spécifiques pour l'acquisition par la force et la peur. Maya vit les épaules de Baylor s'affaisser davantage à chaque mot. Son avocat murmura quelque chose, mais l'ancien shérif regardait simplement devant lui, les yeux vides. La juge prit ensuite la parole, son ton aussi tranchant que l'acier. En plus des accusations fédérales, la Cour note que le gouverneur a officiellement dissous tous les programmes auxiliaires d'application de la loi à l'échelle de l'État, avec effet immédiat. Tous les actifs saisis dans cette enquête seront dirigés vers un fonds de restitution pour les familles déplacées. Au fond, plusieurs lieutenants des Reapers étaient assis enchaînés. Le visage de Brick Malois était une masse d'échymose violette, son cou toujours marqué par sa propre chaîne. Ils avaient déjà négocié des accords de plaidoyer, se retournant contre leur patron pour des peines plus légères. Les procédures se poursuivirent alors que les charges étaient détaillées, entreprise criminelle, modèle de racket, privation de droits civiques sous couvert de la loi. Nadia Klein était assise à l'écart de son père, son témoignage ayant contribué à monter l'affaire. Elle croisa le regard de Maya et lui fit un petit signe de tête. Son père ne la regardait pas, les accusés ont systématiquement ciblé les propriétaires minoritaires, expliqua la procureure, affichant une carte sur l'écran de la salle d'audience. Des points rouges marquaient chaque incident, formant un schéma de déplacement. Utilisant des membres de gangs assermentés, ils ont créé un climat de peur pour forcer les ventes en dessous de la valeur marchande. Des photos apparurent ensuite, Maya attachée à l'arbre, l'église brûlée, des familles debout à côté de camions de déménagement. Chaque image provoqua de légers murmures dans la galerie. Les preuves étaient accablantes, le schéma indéniable. L'État demande des peines maximales, conclut la procureure. Les dommages causés à cette communauté n'exigent rien de moins. Quand Baylor fut invité à plaider, sa voix se brisa. « Coupable » murmura-t-il. Le mot sembla résonner dans le palais de justice. Klein fit de même, son avocat ayant négocié un accord. Un par un, les accusés restants plaidèrent coupables. Personne ne risquerait un procès face à de telles preuves. La juge fixa la date de la sentence au mois suivant, mais les accords étaient clairs, des décennies en prison fédérale, pas de libération anticipée, pas de pitié pour ceux qui n'en avaient montré aucune. Alors que les adjoints emmenèrent Baylor, il passa directement devant le siège de Maya.
L'ancien shérif tenta de retrouver son ancien sourire narquois, mais son visage se froissa à la place. Tout son pouvoir, ses connexions, sa corruption minutieuse, tout avait disparu. Juste un vieil homme enchaîné traînant vers la justice. Maya se leva, tenant le bras de Caleb, regardant leur tortionnaire disparaître par les portes de la salle d'audience. Autour d'eux, des familles s'embrassaient. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux, des années de peur s'élevant enfin de leurs épaules. Anna s'approcha avec son carnet. « Docteur Ellis, un commentaire sur le verdict ?» Maya regarda les familles, Caleb, la lumière du soleil filtrant par ses hautes fenêtres. « La justice ne concerne pas seulement la punition, dit-elle. Il s'agit de restauration. Aujourd'hui, cette communauté commence à guérir. » Dehors, les caméras clignotaient alors que Baylor et Klein étaient chargés dans des véhicules de transport pénitentiaire. Le soleil du matin était éclatant, l'air vif à l'approche de l'automne. Maya regarda les voitures s'éloigner, emportant avec elles les dernières ombres de peur qui avaient obscurci Red Creek pendant si longtemps. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la victoire au tribunal. Le froid de l'hiver avait cédé la place à la chaleur du printemps, et le platane se dressait au contre un ciel bleu parfait. Autour de sa base, un nouvel aménagement paysager transforma ce qui avait été autrefois un lieu de terreur en un lieu de paix. De nouveaux bancs encerclaient l'arbre, et des buissons fleuris ajoutaient des touches de couleur au parc commémoratif Freedom Grove. Maya se tenait devant un rassemblement de près de 200 personnes. Des enfants jouaient sur l'herbe fraîche tandis que leurs parents étaient assis sur des chaises pliantes. Des vétérans en uniformes impeccables se tenaient au garde-à-vous près de l'arrière. Les mères de l'église s'éventaient au premier rang, leurs vêtements du dimanche éclatant sous le soleil du matin. Le diacre Elia, entièrement remis de l'incendie, était assis à côté du sergent Neal. Ils étaient devenus amis pendant les longs mois de témoignages et de guérison. Anna Ruiz se tenait sur le côté, son équipe de caméras capturant le dévouement pour les nouvelles du soir. Caleb travaillait discrètement en arrière-plan, aidant les personnes âgées à trouver des sièges confortables, s'assurant que de l'eau était disponible pour ceux qui en avaient besoin. Il se déplaçait avec la même efficacité précise que toujours, mais il y avait une douceur en lui maintenant, une fierté discrète alors qu'il regardait sa femme s'approcher du podium. Maya portait une simple robe bleue, ses cheveux grisonnants relevés en torsades élégantes. Les ecchymoses avaient disparu depuis longtemps, mais elle se tenait avec une force nouvelle, les épaules droites, le menton haut. Quand elle parla, sa voix porta à travers le bosquet avec une autorité tranquille. « Bonjour, commença-t-elle. En vous regardant tous aujourd'hui, je vois plus que des visages. Je vois du courage. Je vois l'unité. Je vois le pouvoir de personnes qui ont refusé de détourner le regard. » Un murmure d'accord se propagea dans la foule. Robert Lewis hocha fermement la tête, sa petite fille perchée sur ses genoux. La famille Martinez, maintenant de retour dans leur maison d'origine, grâce au fonds de restitution, se tenait la main au troisième rang. Ce platane derrière moi est devenu un symbole, continua Maya. Les hommes qui m'ont attaché ici pensaient montrer leur pouvoir. Au lieu de cela, ils ont révélé leur faiblesse. Ils pensaient que la peur pouvait nous diviser. Au lieu de cela, elle nous a unis. Plusieurs des mères de l'église crièrent « Amen ». Leur voix portait comme de la musique à travers le bosquet. Dans les mois qui ont suivi ce jour, nous avons vu de réels changements. Maya dit, le programme auxiliaire qui abritait des criminels a été dissous à l'échelle de l'État. Des fonctionnaires corrompus font face à la justice. Des familles sont rentrées chez elles. Mais plus important encore, nous avons appris à nous tenir ensemble. Elle désigna les vétérans, les groupes d'église, les membres de la surveillance de quartier qui s'étaient entraînés avec Caleb. Nous avons appris que la sécurité vient de la communauté, et non en détournant le regard. Nous avons appris que la justice exige plus que l'application de la loi. Elle exige des citoyens engagés qui refusent de se taire. Des enfants jouaient au pied de l'arbre, leur rire contrepoint des paroles de Maya. Ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement, mais ils grandiraient en connaissant cette histoire, en sachant ce que leurs parents et grands-parents avaient accompli. Les hommes qui m'ont attaqué ont choisi cet arbre parce qu'il était caché, dit Maya, sa voix devenant plus forte. Ils pensaient que personne ne verrait, personne ne s'en soucierait. Mais cet arbre se dresse maintenant à découvert, entouré de lumière et de vie. La corde qui m'a ligoté a été remplacée par des liens de fraternité. La haine qu'ils ont apportée ici a été submergée par l'amour. Le diacre Elia entonna un doux Alléluia qui se répandit dans la foule. Même certains vétérans s'essuyèrent les yeux.
Cet endroit est maintenant Freedom Grove, continua Maya, non pas parce que nous sommes libres de menaces ou de défis, mais parce que nous avons appris à y faire face ensemble. L'arbre auquel ils m'ont attaché est maintenant l'arbre qui abrite notre courage. Pendant qu'elle parlait, des membres de la communauté commencèrent à s'avancer avec des fleurs. Diana Chen portait des roses. Les enfants Martinez avaient cueilli des fleurs sauvages. La petite fille de Robert Lewis plaça délicatement une couronne de marguerites qu'elle avait elle-même tressée. La foule commença à chanter, un vieux chant spirituel qui parlait du triomphe sur l'adversité. La mélodie s'amplifia, les voix s'unissant en harmonie. Maya recula du podium, acceptant une douce étreinte du diacrélia. Caleb s'avança, portant une simple plaque de bronze. Il travailla méthodiquement, la fixant à la base de pierre qui avait été préparée. Ses mouvements étaient précis mais sans hâte, chaque tour de vis délibéré et définitif. Maya le regarda travailler, se souvenant de sa fureur ce premier jour, de sa violence contrôlée lorsque nécessaire, et maintenant de sa dévotion tranquille à construire quelque chose de durable. Autour d'eux, le chant continua, les voix d'enfants se mêlant à celles de leurs aînés. Quand Caleb eut fini, il recula, permettant à chacun de voir les mots maintenant fixés en permanence à côté du platane, la justice est le fruit du courage. Le soleil du matin capta le bronze, faisant briller les lettres. Les nouvelles feuilles de l'arbre projetaient des ombres tachetées sur le rassemblement, si différentes de l'obscurité de ce premier jour. Là où la peur avait été plantée, quelque chose de plus fort avait poussé. Près de l'arrière, Anna filmait discrètement les vétérans au repos, les mères de l'église qui embrassaient leurs voisins, et les enfants qui jouaient sans crainte à l'ombre d'un arbre transformé, d'un symbole de haine en un monument d'espoir. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, peignant Freedom Grove d'une lumière dorée et chaude. Maya et Caleb marchaient main dans la main le long du sentier sinueux qui encerclait le mémorial. Leurs pas crissaient doucement sur le gravier frais tandis que les rires d'enfants résonnaient depuis le terrain de jeu voisin. « Ton cours du matin s'agrandit, » dit Maya, serrant la main de Caleb. Madame Johnson m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi forte. Caleb hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. 82 ans et elle maîtrise les dégagements de poignets. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ils croisèrent un groupe d'adolescents pratiquant des mouvements de base d'autodéfense sur la pelouse près du parking. Les enfants saluèrent, et Caleb leva sa main libre en signe de reconnaissance. 3 fois par semaine, il donnait des cours gratuits ici, des sessions matinales pour les personnes âgées, des entraînements l'après-midi pour les adolescents, et des ateliers le soir pour tous ceux qui voulaient apprendre. « Tu te souviens quand Tommy est arrivé pour la première fois ?» demanda Maya, désignant un adolescent dégingandé de 15 ans, qui démontrait une posture correcte à sa sœur cadette. Il pouvait à peine regarder quelqu'un dans les yeux. Maintenant, il enseigne aux autres, dit Caleb. Sa voix portait la fierté discrète d'un mentor. C'est comme ça qu'on construit la force. On la transmet. Ils restèrent assis un instant, observant la lumière de fin d'après-midi filtrer à travers les feuilles. L'ombre du platane s'étirait longuement sur la place, mais c'était une présence protectrice maintenant, pas une menace. Des oiseaux avaient fait leur nid dans ses branches les plus hautes, et des écureuils se couraient après autour de son tronc. Anna m'a appelé hier, dit Maya. Le programme est adopté dans 3 autres comtés. Ils veulent que nous consultions. Caleb hocha la tête pensivement. Ça pourrait être bien de partager ce qui a fonctionné ici. Le mélange d'entraînement et de soutien communautaire. L'un ne va pas sans l'autre. Une adolescente s'approcha d'eux avec hésitation, tenant un formulaire d'autorisation. Monsieur Ellis, ma mère a dit que je pouvais rejoindre le cours de l'après-midi. Caleb prit le papier, l'examinant avec une attention particulière. Bienvenue à bord, Sarah. Nous commençons les bases de la sensibilisation demain à 16 heures. La jeune fille rayonna et se dépêcha de rejoindre ses amis en attente. Maya la regarda partir, se souvenant d'autres jeunes visages transformés par la confiance et l'habileté. Parfois, je pense à ce jour, dit Maya doucement. Comment ils n'ont jamais imaginé que leur cruauté mènerait à cela, toute une communauté apprenant à se protéger mutuellement. C'est toujours ça la différence, répondit Caleb. Ils pensaient que la force signifiait provoquer la peur. Nous savions que ça signifiait y mettre fin. D'autres adolescents se rassemblèrent pour la session de l'après-midi, étalant des tapis d'entraînement sous les branches étendues du platane. Caleb devrait bientôt les rejoindre, mais pour l'instant, il resta assis avec Maya, leurs doigts entrelacés, observant la vie qu'ils avaient contribué à créer se dérouler autour d'eux. Des personnes âgées discutaient sur les bancs,
partageant des bouteilles d'eau et des histoires. Des parents poussaient des poussettes le long de chemins lisses, hochant la tête à leurs voisins sans hésitation ni peur. Des jeunes se déplaçaient avec une nouvelle confiance, conscients mais sans peur. L'heure du cours, dit enfin Caleb, se levant et tendant la main à Maya. Elle se leva, redressant son uniforme d'infirmière. Son quart de travail à l'hôpital VA commencerait bientôt, où elle continuerait à encadrer cette nouvelle infirmière nerveuse, lui montrant comment trouver la force dans le service aux autres. À ce soir pour le dîner, dit-elle, embrassant sa joue. Madame Martinez apporte ses tamales. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit Caleb. Il se dirigea vers ses élèves en attente tandis que Maya marchait vers sa voiture. Le soleil de fin d'après-midi capta les feuilles du platane, les transformant en vitraux. Des oiseaux chantaient depuis les branches, leurs chants se mêlant aux rires d'enfants et aux contes réguliers des élèves pratiquant leurs mouvements. L'arbre se dressait haut contre le ciel doré, son tronc solide, ses racines profondes. Là où l'obscurité s'était autrefois rassemblée, la lumière dansait maintenant. Là où la peur avait régné, la paix devenait plus forte chaque jour. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Bonne journée.